7h37, il est le nouveau chef du groupe libéral radical aux Chambres. Il est au Conseil national depuis 8 ans. Le Tessinois Ignacio Cassis va succéder à l'Uranais Gabi Hubert, qui ne s'est pas représenté au Parlement cet automne. Ignacio Cassis, 54 ans, c'est une tâche complexe qui attend ce centriste qui va peut-être devoir, on le verra, il nous répondra, devoir se faire un peu violence pour diriger un groupe plus marqué à droite que par le passé. Premier test grandeur nature, ce sera les élections au Conseil fédéral du 9 décembre prochain. Bonjour Ignacio Cassis. Bonjour à tout le monde. Merci d'être notre invité ce matin jusqu'à 8h. Vous êtes en direct de notre studio de Berne, du Palais fédéral. Alors si vous êtes d'accord, on va commencer avec l'actualité, votre actualité du 9 décembre prochain. Ça, c'est dans 2 semaines. Alors il y a 3 candidats officiels proposés par l'UDC pour succéder à Madame Widmer-Schlumpf. Est-ce que le centriste, parce que je vous qualifiais de centriste, mais au fond vous l'êtes, est-ce que le centriste que vous êtes ne serait pas séduit non pas par ce ticket à 3, mais peut-être par une 4e voie, une voie du centre, un homme ou une femme du centre? Est-ce que vous y croyez encore? Non, notre groupe parlementaire a discuté de ça et puis il a pris sa décision. Le groupe libéral radical va soutenir un des 3 candidats. Ça a été décidé. Donc, par exemple, cet appel qui a été lancé par le PBD ne sera resté qu'un feu de paille, cet appel à une voie du centre? Non, il ne sera pas soutenu par notre groupe. Pour quelles raisons, au fond? Est-ce que ça aurait été votre décision personnelle, Ignacio Cassis? Non, parce que je crois que si on aime la Suisse, on doit la sortir de la crise institutionnelle dans laquelle elle est tombée à cause de l'affaire Blocher. Depuis 8 ans, nous avons une situation qui n'est pas normale. Nous avons le plus grand parti, donc la majorité des électeurs suisses, qui n'est pas représenté par 2 conseillers fédéraux au Conseil fédéral. Et qu'est-ce qu'on a observé? Elle s'est renforcée et elle a joué beaucoup avec des instruments démocratiques comme les initiatives populaires, qui sont des instruments pour des minorités, pas pour le plus grand parti de Suisse. Donc, j'aimerais bien conclure cette crise institutionnelle et retourner à la normalité. Donc pour vous, la présence de Mme Widmer-Schlumpf, pour vous le centriste, j'insiste sur ce terme, était une anomalie politique? Bien sûr que c'était une anomalie politique parce que quand Mme Widmer-Schlumpf avait été élue, elle appartenait à l'UDC et puis elle est sortie de ce parti et elle a fondé un autre parti avec d'autres personnes évidemment et ceci était déjà une crise suffisamment lourde, la législature 2007-2011 et l'UDC n'a pas été capable de résoudre la crise en 2011 parce que pour manque de candidats au Conseil fédéral, il y en avait un qui est tombé en cours de route. Ce qui fait que cette crise a continué encore une 2e législature et, je le répète, ça a été très mauvais pour la Suisse. Donc, nous allons soutenir un des 3 candidats officiels de l'UDC par amour de la Suisse. Par amour de la Suisse, d'accord, on va essayer de voir de l'avant. Alors vous allez les auditionner ce lundi. Est-ce que vous vous attendez à être surpris, Ignacio Cassis, ou dans le fond, ces 3 candidats, et je pense notamment à M. Gobi, qui était tessinois comme vous les connaissez déjà sur le bout des doigts? Personnellement, je ne vais pas trop être surpris, j'imagine, puisque je connais les 3 très bien. Donc, ce ne sera pas une surprise. Mais n'oubliez pas que nous sommes maintenant 46 au groupe libéral radical et qu'il y aura des nouveaux aussi dans le Parlement qui connaissent aucun des 3. Donc, ce sera très important, cette audition. Ce sera pas lundi, mais mardi 1er décembre. Et à l'issue de cette audition, nous allons décider si laisser liberté de vote au sein du groupe ou si nous focaliser sur un candidat. Ça, ce sera le groupe qui décide. Oui, et ce sera votre job, ça, Ignacio Cassis? Ce sera mon job de conduire le groupe dans la discussion qui amène à la décision. Oui, ça c'est un job qui n'est pas facile. Vous allez vous y prendre comment? Vous avez déjà dessiné des scénarios sur une page, sur un petit calepin? Comment vous allez vous prendre? Écoutez, depuis 4 ans, je suis vice-président. J'ai bien observé. J'étais en tant qu'apprenti à côté de mon maître d'apprentissage, qui était justement la collègue Gabi Hubert du canton d'Uri. J'ai bien observé comment elle gérait des situations difficiles, comment elle se préparait, et puis j'essaye de faire de même. Les résultats diront si je serai autant capable ou moins capable d'elle. Vous êtes tessinois, je l'ai dit. Un de vos collègues tessinois, Filippo Lombardi, a clairement affiché son soutien à la candidature
candidature de M. Norman Gobi, qui est issu de la Lega, on le rappelle, et non pas de l'UDC. Vous seriez prêt, comme Tessinois, à soutenir publiquement et personnellement M. Gobi? Écoutez, en tant que président du groupe parlementaire, je peux tout simplement dire je suis tessinois, je vais soutenir des candidats tessinois, mais la stratégie du groupe, c'est le groupe qui la décide, et moi, en tant que porte-parole du groupe, je suis tenu par cette stratégie. Mais dans le fond, votre cœur de Tessinois vous pousserait à soutenir M. Gobi. C'est un bon candidat pour vous? Je vous pose la question simplement. Écoutez, les trois sont de bons candidats. Ils sont très différents. Je trouve que l'UDC a fait un très bon travail. Tout d'abord, pour le parti même, donc un très bon travail technique pour se profiler comme un parti national qui amène 3 candidats des 3 régions, ça c'est assez rare, donc chapeau, c'est des profits pour ça. Et deuxièmement, ils ont choisi 3 candidats. Guy Parmelin, je le connais très bien, nous avons travaillé en commission de la santé et de la sécurité sociale ensemble pendant 4 ans, non pendant 8 ans même maintenant, et non seulement c'est une personne très agréable et sympathique, mais c'est quelqu'un qu'on sous-estime par ses capacités de conduite. Donc, oui, parce que la presse romande même dit des fois que ce n'est pas un meneur d'hommes, M. Parmelin. Vous dites que c'est pas vrai. Ouais, c'est justement le sentiment qu'on peut avoir. Et puis quand on l'a vécu, comme je viens de le faire, 2 ans en tant que président de la commission, là, on se rend compte qu'il est capable à conduire, que c'est vraiment quelqu'un qui serait en mesure d'assumer le poste. Monsieur Echi, c'est quelqu'un de... N'oublions pas que parmi les 3, Monsieur Parmelin est aussi celui qui a un âge qui ressemble plus à celui de l'Assemblée fédérale, à l'âge moyen de l'Assemblée fédérale. 57 ans, oui. Voilà. Puis on a 2 jeunes, le Tessinois Gobi et le Zougoua Echi. 38 et 36 ans. Voilà, qui ont plus ou moins le même âge, avec Gobi qui a une expérience de gouvernement tessinois, ce qui est sûrement utile pour l'élection, et Echi qui a une expérience et une bonne connaissance des finances. Donc les 3 candidats sont intéressants. Pour nous, ce qui est important, c'est que l'UDC nous donne la possibilité d'avoir un choix et amène des candidats intéressants. N'oublions pas que ce qui nous tient à cœur, c'est nos 2 conseillers fédéraux, Didier Burkhalter et Hannes Schneiderhammann. Alors, vous dites que l'Assemblée fédérale qui élira le prochain conseiller fédéral a vraiment le choix. Beaucoup disent le contraire, au fond, que ce ticket à 3 est un leurre et qu'il est destiné uniquement à faire élire le candidat alémanique à la fin. Vous n'êtes pas de cet avis-là, ce n'est pas votre analyse. Non. Sur Thomas Echi, justement, ce jeune Zougoua de 36 ans, alors on a eu des portraits, c'est un fonceur, c'est un type brillant, mais il a un passé professionnel dont il ne veut pas révéler grand-chose. Il aurait travaillé pour une société en relation directe avec le département américain de la Défense et la NSA. Est-ce que ça vous donne à réfléchir, ces fonctions précédentes de M. Echi? Mais je crois que tout ce que la presse soulève au cours des journées qui nous séparent du 1er décembre, donc du jour des auditions, sera objet de questions à l'intérieur des auditions, donc durant les auditions. Donc je peux pas anticiper quelle sera l'avis ou l'impression. Je crois qu'on posera des questions très directes aux 3 candidats et on verra bien ce qu'ils répondent. Et s'il n'y a pas de réponse sur ces activités passées de M. Echi, ce serait un point négatif pour vous? Ce sera aussi une réponse. Oui, mais ce sera aussi une réponse, mais ce serait à mettre dans la colonne des points négatifs, j'imagine. Vous l'avez déjà déterminé, ça? Non, ça, on verra justement. Tout dépend de la graveté des soupçons qui ont été soulevés. Mais encore une fois, je ne peux pas anticiper des jugements que nous allons faire le mardi après-midi. Sur le portefeuille, la répartition des portefeuilles, le dernier venu reprendra naturellement le département des finances, ou est-ce qu'il faut remodeler tout ça, Ignacio Cassis? Ce n'est pas de notre compétence de discuter de ça. Ça, c'est une question interne au Conseil fédéral, donc je ne dirais pas un mot là-dessus. Vous n'avez pas de vœu, de souhait particulier que tel ou tel conseiller fédéral reprenne tel département? Non, pas. Non, c'est de la langue de bois d'un chef de parti ou c'est vraiment ce que vous pensez? Non, d'un chef de groupe, pardonnez-moi. Je respecte les institutions. C'est au Conseil fédéral de décider et je crois qu'il faut lui laisser cette liberté. En matière de prochaine législature, il y aura aussi la question européenne. Alors évidemment avec le PLR qui veut tout faire pour sauver les bilatérales. Quelle manœuvre entreprendre pour sauver notre accès, nous les Suisses, à l'Europe, entre le PLR qui donc veut sauver les bilatérales, l'UDC qui tient à l'application de son initiative contre l'immigration de masse, même si M. Blorer a donné quelques gages d'ouverture il y a quelques jours. Est-ce qu'on pourra trouver un compromis, peut-être à défaut avec d'autres forces que l'UDC,
et comment vous voyez cette législature se profiler pour le PLR, Ignacio Cassis? Alors, ce sera un des thèmes principaux de la législature. N'oublions pas que il y a un thème transversal qui nous tient très à cœur aux libéraux radicaux, et c'est le maintien d'une économie libérale. Nous avons vécu au cours des 8 dernières années à une surréglementation. On fait avec aussi, bien sûr, la complicité et la culpabilité même du Parlement qui fait beaucoup trop de lois. N'oubliez pas qu'à Berne, chaque semaine, 140 pages de normes sont écrites au niveau soit de loi, soit de règlement, soit d'ordonnance, etc. Ce qui embête tout le monde, les privés, les entreprises, et ce qui coûte beaucoup d'argent. On appelle ça la bureaucratie inutile. Vous avez d'ailleurs essayé de faire voter les Suisses là-dessus, voilà. Vous n'y êtes pas arrivé. C'est juste, c'est pour ça que j'utilise peu volontiers le mot bureaucratie, parce qu'avec l'échec de notre initiative populaire dans la récolte des signatures, on n'est pas très content d'utiliser le mot. Mais ceci n'empêche que le but reste le même, et le but reste noble, suffisamment noble pour le poursuivre continuellement. Et donc, une économie forte, c'est une économie qui nous donne des places de travail, qui nous donne un revenu, qui nous donne une prospérité dont nous avons besoin. Les bilatéraux entrent dans cette dimension. Les bilatéraux sont absolument nécessaires pour pouvoir exporter des biens et des services qui nous donnent de la richesse. Et là, nous devons trouver une solution suffisamment équilibrée entre la décision du 9 février du peuple qui veut diminuer l'immigration en Suisse et le maintien des bilatéraux. Moi, je suis très content d'avoir entendu M. Blocher ces derniers jours dire qu'il est ouvert à certaines concessions. Vous le croyez? Vous lui faites confiance ou c'est de la rhétorique politique? Non, moi je pense que M. Blocher est un industriel qui sait très bien qu'on a besoin des bilatéraux, que la Suisse ne peut pas se fermer, s'enfermer à l'intérieur du cœur de l'Europe. On n'a pas un marché comme les Chinois d'1,3 milliard. Oui. On a 8,2 millions, donc on ne va pas très loin si on se ferme. On a besoin de ça. Il s'est dit prêt à remplacer les fameux contingents par d'autres mesures. Voilà. Donc, ce serait quoi pour vous? Vous savez, notre canton, le Tessin, il est en train d'étudier cette clause de sauvegarde qui serait une possibilité eurocompatible qui pourrait nous être utile. On aura bientôt le rapport du secrétariat d'État, de l'ancien secrétaire d'État en bulle, qui est en train de l'EPFZ de Zurich, qui est en train justement de se pencher sur ce thème, et peut-être que ceci sera un chemin. Moi, je sais que c'est difficile la situation, parce que si on appliquait strictement le 9 février, on n'aurait plus de bilatéraux. Nous voulons l'un et l'autre, et je crois qu'il faudra trouver une solution équilibrée. Ce n'est pas la première fois que la Suisse se trouve dans un dilemme, et le passé nous a montré que la Suisse a toujours trouvé une voie, même dans les dilemmes. Oui, et ce sera un peu à l'image de ce que le PLR va devoir faire, un peu le grand écart entre l'UDC et le PDC. C'est un peu... oui, ce sera pas un rôle de pivot que vous devrez jouer, mais plutôt un rôle de gymnaste, si vous me pardonnez le jeu de mots. Non, je vois ça aussi, je crois que c'est juste ce mot. On sera amené à chercher et à trouver des alliances avec l'UDC sur certains thèmes, d'autres avec le PDC, les socialistes sur d'autres thèmes. Donc, il sera nécessaire d'avoir une grande flexibilité et une grande ouverture, tout simplement en réfléchissant au thème et non pas au schéma idéologique. Oui. Revoter, l'initiative Rasa est passée, revoter là-dessus. De toute manière, on y arrivera. C'est une bonne chose? Oui, bien sûr que c'est une bonne chose, parce que on est face à des questions qui sont fondamentales pour le destin de la Suisse, et donc c'est le peuple suisse qui doit trancher. Ignacio Cassis, à titre personnel, vous allez, outre la présidence du groupe PLR, également présider l'importante commission de sécurité sociale et de santé publique. Vous êtes médecin à la base. Un médecin, est-ce qu'il ne va pas d'abord préserver sa propre santé à lui? Vous n'avez pas trop de casquettes, vous allez vous en sortir? Oui, je crois que, écoutez, la présidence de la commission, c'est une présidence qui se fait de manière tournus, comme on dit, de manière à rotation. Donc, c'est tout simplement, c'est notre tour. Quand vous êtes président, vous avez un peu plus de travail pour ce qui est la gestion des séances et la préparation des séances. Mais si vous êtes très actif dans la commission, comme je l'étais, vous n'avez plus besoin d'être, disons, c'était aussi un engagement fort. Donc, en point de vue de temps, je ne crois pas qu'il y aura une grande différence.
France. Mais vous allez garder encore en parallèle, je ne l'ai pas dit, la présidence de Cura Futura, cette association qui regroupe 4 grandes caisses maladie. Pourquoi? Au fond, c'est aussi un impératif financier qui vous a guidé dans ce choix? Non, parce que je crois fermement à un parlement de milice et ça, c'est mon travail professionnel. J'ai comme travail professionnel la conduite stratégique de 2 grandes associations, cette association de 4 assureurs maladie et celle de Cura Viva Suisse, qui est l'association des institutions sociales de Suisse. Et ça, c'était tout simplement mon travail. On n'est pas dans un parlement de professionnels, donc on a un travail à côté. Et puis j'ai de l'enseignement dans les universités, mais qui n'est pas beaucoup. Et avec ça, je crois que je remplis bien ma semaine de 70-80 heures. N'ayant pas d'enfants, je suis très content de vivre comme ça. 70-80 heures, est-ce que c'est raisonnable de travailler comme ça? Je pose la question aux médecins. Écoutez, j'ai travaillé même plus quand j'étais médecin assistant. Donc quand on est médecin, ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau, on est habitué. Mais c'est pas quelque chose que vous recommanderiez pour le commun des mortels, 70-80 heures par semaine, Ignacio Cassis? Là, on va vraiment sur une vraie question de santé publique. Vous voyez, il y a un ancien proverbe chinois qui dit « Choisissez un travail qui vous plaît et vous n'aurez plus à travailler une seule heure dans votre vie ». Quand vous faites un travail qui vous plaît, moi je trouve qu'il n'y a rien de négatif de travailler 70-80 heures par semaine. Quand vous choisissez un travail qui vous plaît pas ou que vous vous sentez obligé de le faire, même 20 heures sont trop. J'accepte tout à fait votre réponse. Voilà, on va parler d'une question de santé justement. Esther Coco et Valérie Droux nous ont rejoints. Elles lisent la presse tous les matins. Des accusations de partialité de l'assurance invalidité. C'est à lire, Esther, dans le Tagesanzeiger. Chaque année, des médecins de l'assurance invalidité doivent évaluer des milliers d'assurés pour savoir s'ils ont droit à une rente. Et pour la première fois, des chiffres de Zurich éclairent la manière dont ces experts médicaux sont sélectionnés. Ces statistiques révèlent que certains médecins font bien plus d'expertise que d'autres et selon les avocats des patients, ce sont les médecins qui sont les plus proches de l'assurance invalidité et donc les plus sévères. Les avocats exigent donc davantage de transparence tandis que l'assurance invalidité, elle, réfute le soupçon de partialité. Si certains évaluateurs font plus d'expertise que d'autres, c'est à cause de leur spécialisation médicale. Alors Ignacio Cassis, l'assurance invalidité serait trop partiale, elle sélectionnait trop de médecins complaisants pour éviter de payer des rentes. C'est vrai? C'est un constat que vous faites aussi? Non, nous avons effectivement traité de ce thème au cours des dernières années, même à la commission de santé, parce que tous les 6 mois, tous les 12 mois, il y a des comme aujourd'hui, des informations dans la presse qui soulèvent le problème. Et nous avons été rassurés sur la base des chiffres et des évaluations de l'Office fédéral des assurances sociales. Et je crois que on est face à des perceptions qui ne correspondent pas à la réalité. Donc, en gros, ce qu'énonce cet article n'est pas tout à fait vrai ou même relativement faux, selon vous? C'est une perception de la réalité qui ne correspond pas. Si on approfondit ça, la réalité, je crois, on a eu des problèmes ici et là, on les a corrigés et tout le temps, il pourra y avoir des problèmes et les corriger. Mais pour l'instant, je crois que sur la base de ce qu'on sait, il n'y a pas ce genre de problème aujourd'hui. Valérie Droux, autre sujet, les Suisses qui ont envie maintenant de mieux se protéger. Ce qu'affirme en tout cas le matin d'aujourd'hui est de se demander si les Suisses sont plus aptes à se défendre que les autres via leur formation dans l'armée. Le président de la Société suisse des officiers, Denis Froidevaux, estime qu'en tout cas la Suisse est mieux préparée à répondre aux événements grâce à son système fédéraliste. Les autorités sont plus proches de la population et connaissent bien la réalité du terrain, même si hier la Weltwoche déplorait que l'armée manquait de force pour défendre les infrastructures. Alors, j'ignore votre grade à l'armée, Ignacio Cassis, mais selon vous, sommes-nous prêts? Notre armée est-elle prête à nous défendre en cas d'attaque, etc. Est-ce qu'on a les forces suffisantes les forces suffisantes? Est-ce que c'est un sujet aussi qui vous passionne, ça? La sécurité interne est surtout garantie par les polices avant que par l'armée. Donc la première question, c'est est-ce que les polices et le corps des douanes, le contrôle des frontières est bien loti pour faire face à ce défi? Alors oui, on peut toujours faire mieux. Je crois je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais je crois qu'on est bien loti, on est bien préparé pour ça. Mais évidemment, par exemple, au niveau de la frontière, nous demandons davantage de personnel et c'est une discussion qu'on mène depuis 4-5 ans. On sait que le corps des douanes et de contrôle de la frontière est aujourd'hui insuffisant. Donc il faut augmenter le contingent
personnel. Et je crois que hier ou avant-hier, il y a eu aussi des informations à ce propos par le Conseil fédéral qui, à nos yeux, ne vont pas suffisamment loin. En ce qui concerne notre attitude personnelle, je crois que nous avons une grande force. C'était encore, je reviens au système de milice, parce que l'armée est aussi un système de milice. C'est le citoyen soldat, le citoyen politicien et tout ça. Et moi, je crois beaucoup à ça. Bien sûr, une grande majorité des hommes, en tout cas, ont été à l'armée, ce qui leur donne, en tout cas, une certaine compréhension pour ce qui est le maniement d'une arme, pour ce qui est la discipline, la suite, etc. Et ceci est un avantage. Un autre avantage, c'est comme le disait le brigadier Fradvo, c'est que effectivement la proximité des autorités dans les cantons est fort utile, puisqu'on a beaucoup de confiance en ça. Et troisièmement, il y a peut-être une faiblesse qui nous est un peu critiquée partout quand on fait des exercices militaires, c'est qu'on est un peu faible dans la conduite, parce qu'on n'aime pas trop la concentration de pouvoir en Suisse. Donc même dans le service militaire, il y a toujours un tout petit peu de réticence à suivre facilement une conduite militaire. Mais je crois que le moment venu, si on est effectivement sous pression, on serait capable de bien conduire, de mener à bien une réaction armée. Plaidoyer pour le système de milice. Les autres points forts de la presse et un écho, Valérie Droux, justement, à ces inquiétudes sur la sécurité. Oui, on prend un peu de hauteur avec l'analyse d'un professeur du département d'études de la défense au King's College de Londres, intitulé « Comment les terroristes ont changé la méthode, les tueries de masse, un faible coût pour un impact maximal ». Et la réponse des autorités doit s'articuler autour de 3 axes, renseignement, réactivité à un niveau maximal et résilience, cette capacité à surmonter les traumatismes. Et sur ce dernier point, la population doit maintenant intégrer et accepter que le risque zéro n'existe pas. Les bourgeois dominent les commissions parlementaires à Berne. La Basler Zeitung analyse ce matin les rapports de force des élus dans ces antichambres qui préparent les lois, ensuite débattues au Parlement. Lundi prochain, le bureau du Parlement dévoilera la composition des commissions par parti. Mais pour la Basler Zeitung, c'est déjà clair que l'UDC et le PLR détiendront la majorité absolue dans 6 commissions. Ils pourront donc imposer leur vision sur l'asile ou sur la réforme de la fiscalité des entreprises sans le soutien du PDC. En revanche, ils devront compter avec les autres partis pour les questions sociales, l'environnement et les affaires étrangères. Et dans Bilan, aujourd'hui, le classement bien sûr des 300 plus riches de Suisse, mais aussi un grand dossier sur la philanthropie qui se professionnalise et applique désormais aux dons les préceptes du business. C'est un enjeu formidable pour la Suisse. La philanthropie était un art, elle devient une science dont on parvient à mieux mesurer les impacts. Mais il reste encore 2 écueils, la transparence et les conditions cadres. Les diabétiques payent trop cher leurs bandelettes de tests de glycémie. Santé Suisse, une des fêtières des assurances maladie, s'insurge dans la Tagesanzeiger. Les différences de prix avec l'étranger sont énormes. En Allemagne, par exemple, la société pharmaceutique Roche fait payer le même paquet de bandelettes 70% moins cher. Santé Suisse exige un changement alors qu'en Suisse, 500 000 personnes souffrent de diabète. En un mot, il faut changer les choses, Ignacio Cassis, sur ce dernier point. Je crois qu'il faut effectivement rompre, casser, disons, le monopole des prix dans le secteur de santé. Nous sommes face à 2 types de prix, les types qui sont dictés par l'État, comme pour les médicaments ou justement des produits médicaux comme les bandelettes ou les analyses de laboratoire, et puis les prix concordés entre les partenaires tarifaires. Et je crois que dans les 2 cas, on doit vraiment faire un effort d'adapter les prix au réel coût de ces instruments. Et on sait que quand un prix est fixé par l'État, quand il est administré, il tend à être plus élevé. Donc il protège au départ peut-être le client ou le patient, mais après quelques temps, il coûtera plus cher. Très bien, c'est un médecin et président du groupe PLR qui nous le dit. On est tenté de vous croire. Merci beaucoup Ignacio Cassis d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée. Bonne journée à vous et à toutes les personnes qui nous ont écoutés.